Nous avons dit déjà que l'homme, par lui-même, représente un univers, une miniature de l'univers qui s'appelle microcosme, et qu'il n'y a rien de plus dans l'univers, tout se trouve en lui-même. Seulement, dans notre acheminement, dans notre évolution, nous ne sommes pas encore arrivés à un point où nous sommes capables de nous voir, de nous connaître, de nous découvrir. Mais présentement, nous commençons un travail extraordinaire qui nous permettra de nous découvrir, de savoir ce qui est en nous exactement et surtout de l'utiliser pour créer. J'ai vécu en Russie où je suis née et dans ce pays il y a beaucoup de contradictions. Et à travers tout ce qui se passe, je me suis posé toujours énormément de questions. Par exemple, il y a un langage populaire, il y a des traditions, il y a des fêtes que le peuple est habitué à suivre, à faire, à utiliser. Et de l'autre côté, il y a des règlements, il y a des choses à suivre qui sont présentées par tout ce qui est officiel aujourd'hui. Et il me paraissait qu'il y avait beaucoup de contradictions entre ces deux choses. Par exemple, le peuple utilise beaucoup les mots l'âme, Dieu, l'esprit. Et à l'école, il ne fallait jamais même pas mentionner non Dieu, car évidemment que la religion est séparée de l'État et ça n'existe pas. Ça existe officiellement pour certaines raisons, mais le peuple est très attaché aux traditions très anciennes et je me suis demandé, mais pourquoi ces mots existent si on ne les reconnaît pas, s'il n'y a aucune réalité qui est cachée derrière? Par exemple, pour appeler les enfants, on utilise le nom « mon âme ». Comme les Français disent « chérie », en Russie, on appelle « mon âme ». Alors je me suis toujours demandé, mais comment elle est cette âme? Où elle est? Pourquoi le mot existe si elle-même n'existe pas, on ne la reconnaît pas officiellement? Le mot esprit, le mot Dieu et beaucoup d'autres mots. Il y avait par exemple le ciel, avec toutes ses étoiles, avec tout ce qui est placé sur lui dans un ordre parfait. Et je me suis demandé, mais qui entretient, qui garde cet ordre extraordinaire qui nous paraît si évident? Et sur la terre, on a l'impression que c'est toujours tout est en désordre. Il y avait certains faits que j'ai vécus où j'étais le témoin. Il y avait par exemple des superstitions, il y avait la sorcellerie. J'étais souvent le témoin des choses qui s'est passées où il fallait chercher des remèdes, il fallait chercher de l'aide, des secours. Par exemple, on disait que les méchants, les mauvais voisins pouvaient jeter le mauvais sort. Et j'étais le témoin, qu'est-ce que ce mauvais sort produisait? Il y avait le bétail qui mourait, il y avait les enfants qui pouvaient être malades, il y avait beaucoup d'autres choses désagréables qui étaient le résultat, soi-disant, du mauvais sort. De l'autre côté, il y avait des belles choses. Une femme jalouse qui a passé auprès d'un enfant, l'enfant est devenu bleu, il étouffait, il n'était presque pas vivant. Et alors on allait chercher une voisine qui était bonne, qui connaissait un peu certaines choses, qui disait quelques phrases, qui utilisait des braises avec l'eau bénite. Et l'enfant revenait, il reprenait ses couleurs, il reprenait la vie. Alors je me suis toujours demandé, mais comment ça marche? Quelle sorte de processus se passe que tout ce qui devient visible, qu'est-ce que précède ces processus et comment ça marche?
Au sujet de l'âme, par exemple, je me suis questionnée très très souvent. On amenait dans les églises orthodoxes les décédés directement à l'église et le décédé était découvert. On chantait de très beaux chants et puis je regardais ces corps. Quelquefois, il y avait de très beaux corps qui reposaient vraiment en paix avec un presque sourire. Puis je me suis dit, mais pourquoi il est heureux? Et comment ça marche? Qu'est-ce que c'est qui est parti et qu'est-ce que c'est qui reste? J'avais des amis, par exemple, une fois, j'avais un ami qui est tombé sur une faux. Il s'est coupé le ventre et puis quelques instants après qu'on a joué, il n'était plus. Alors, ça m'a tellement impressionnée, je me suis questionnée, je me suis demandé, mais comment ça marche? C'était un bon ami, c'était extraordinaire, on jouait, on était joyeux, et hop, il tombe, et quelques instants après, il n'y a plus d'amis, pour toujours. Alors, toutes ces questions, je me suis demandé pourquoi certains morts, même certains morts sont heureux, et d'autres morts ne sont pas heureux. Leur expression est laide, ils donnent une impression des vrais morts. Alors, ensuite, il y avait des femmes qui venaient se confier quelquefois à ma mère, et puis qui parlaient, qui voulaient des enfants. D'autres avaient beaucoup d'enfants et ils ne voulaient pas. Alors je me suis dit, mais qui dirige tout ça? Pourquoi il y a une qui va prier toute sa vie et elle n'a aucun, et qu'il y a une autre qui a une douzaine, et puis elle n'en veut plus, mais elle en a encore? Alors comment ça marche? Qui régit tout cela? Et ensuite, plus tard, j'ai lu en Tchécoslovaquie, dans un journal pour les jeunes, j'ai lu une série d'articles qui étaient écrits par un médecin gynécologue. Il a fait ses études en Égypte et il décrivait que d'après des connaissances des astres, après des calculs astrologiques, lui, il pouvait prédire, calculer, décrire, donner le moment précis de la conception. Pour un garçon, c'est un tel moment, pour une fille, c'est un autre moment. Et comme il était le membre de plusieurs sociétés médicales dans le monde, il était connu, alors il recevait des lettres de tous les pays du monde. Et dans ces articles, à la fin, il donnait toujours des exemples des femmes qui lui ont écrit comment ça s'est produit d'après ses calculs. Et j'étais fascinée par ces articles. Je me suis dit, quand même, toutes les naissances et tout ce qui se passe sur la Terre est régi par une force supérieure. On peut l'appeler les astres, mais derrière ces astres, il y a peut-être encore quelque chose qu'on ne connaît pas. Alors comment se fait-il qu'en Égypte, ça fait déjà des siècles et des siècles, on connaissait cette science magnifique qui, d'après les astres, pourrait prédire, peut décrire, peut donner des choses très, très réelles et que nous, on ne connaissait rien de cela. Il donnait des exemples d'une journaliste américaine qui a passé par les gynécologues, les médecins les plus célèbres et qui ont constaté qu'elle ne pourra jamais avoir des enfants. Et d'après les calculs de ce médecin, à 48 ans, elle avait son premier bébé. Il y avait une femme de l'Inde, l'épouse d'un millionnaire. Alors elle était en Angleterre où elle était soignée, elle était en Suisse où elle était soignée par des médecins les plus renommés. Et elle est retournée aux Indes parce qu'on a constaté qu'elle ne pourra jamais avoir des enfants. Et comme il s'agissait de l'héritage, il tenait aux héritiers. Alors à 36 ans, d'après les calculs de ce médecin, cette femme de l'Inde a mis au monde les triplets. Et mes questions ont continué ainsi. Je me disais, mais comment se fait-il qu'il y a des choses dont on ne veut pas se souvenir? Et ça nous revient, l'image nous revient, l'image nous harcèle.
Et il y a d'autres choses qu'on a la difficulté, qu'on a besoin même à se souvenir pour les examens ou pour d'autres choses, il n'y a pas de moyens. On a essayé de toutes sortes de moyens, on a mis le livre sous l'oreiller, on a essayé d'étudier de toutes sortes de façons. Il n'y a pas de moyen de se souvenir et les choses quelquefois très désagréables, quelquefois des choses qu'on ne veut même pas voir, ça nous revient constamment à la mémoire. Et je me suis questionnée, mais comment ça marche? Quelle sorte de processus s'accomplit en nous pour que tout ce travail soit fait, pour que tout ce travail se fasse? Alors, pendant toute ma jeunesse, j'ai rêvé d'inventer un jour l'appareil qui peut photographier la pensée humaine. Je me suis dit, ça serait tellement simple, on verra ceux qui disent la vérité, on verra ceux qui sont les menteurs, on verra ceux qui sont les voleurs, et ça pourra tellement faciliter des choses, pas de justice, pas de loi, on fait une photo et puis c'est clair. Et aujourd'hui, avec un étonnement, on peut déjà constater que ces appareils merveilleux sont en nous, qu'on n'a même pas besoin de les inventer, que par ce qu'on dit aujourd'hui télépathie, qui est un tout petit commencement de lire, de voir la pensée humaine, que ces appareils sont en nous, que nous avons en nous une télévision, la radio, les ordinateurs, les choses les plus inimaginables. Alors, et pour la mémoire, et pour la pensée, et pour les prédictions, et pour tout ce qui se passe autour de nous, nous possédons des outils, des instruments, des appareils. Ensuite, il y avait tout un monde inconnu qui se présentait dans les rêves. Depuis mon enfance, j'avais des rêves, mais des rêves si extraordinaires, si inimaginables, que la moitié de la journée, je revivais mes rêves et je me suis demandé, mais où se trouvent ces mondes? De quoi sont-ils composés, qu'ils sont si beaux, qu'ils sont si extraordinaires, et comment les ramener ici? Comment les vivre à la longue? Comment les rapprocher de notre monde? Et petit à petit, à travers la lecture, à travers les recherches, par exemple, plus tard, j'ai lu une série de volumes, 56 volumes sur la vie des génies. Et dans ces volumes, j'ai découvert beaucoup de correspondances avec mes rêves. Il y avait des mathématiciens, des chimistes qui recevaient des formules les plus inimaginables dans des rêves. Et quelquefois, ils se réveillaient même la nuit pour les écrire immédiatement. D'autres, comme des peintres, ils décrivaient des états d'un demi-rêve, de quelque chose qui leur permettait de capter toutes les images qu'ils faisaient ensuite en peinture. J'ai lu une série de livres sur la vie des saints et je me suis demandé, mais comment se fait-il que ces êtres étaient si extraordinaires qu'extérieurement, physiquement, quelquefois très faibles, très petits, très menus, qui combattaient le diable avec une force et avec une puissance. Je me suis dit, mais j'aimerais moi aussi faire tout ça. Et cette correspondance entre les rêves et entre la vie courante, quotidienne, eh bien petit à petit, ça se rapprochait. Et aujourd'hui, bien, on peut encore constater et dire que presque nous arrivons à vivre nos rêves, car l'humanité très bientôt va atteindre un degré de clairvoyance grâce auquel nos rêves vont disparaître, les rêves vont devenir l'état de veille et l'état de veille va devenir un rêve vécu. Et ces processus se passent en nous pour accomplir des choses qu'on ne soupçonne même pas. Et à travers ces processus, nous serons capables de découvrir l'univers, de nous découvrir nous-mêmes et d'entrer dans un degré de vie, d'intensité
qui ne nous a pas été connu jusqu'à présent. Alors aujourd'hui, nous allons toucher par quelques mots, car c'est toujours seulement quelques mots, même si ça nous paraît que ce sont des connaissances extraordinaires, ce sont de toutes petites miettes, car nous allons découvrir que chaque mot, et non seulement chaque mot, mais chaque lettre, c'est toute une science. Alors imaginez maintenant de dire des centaines et des milliers de mots, et qu'à travers ces mots, on a l'impression quand même d'apprendre quelque chose. Mais quand nous allons nous arrêter vraiment sur la vraie connaissance, nous allons découvrir que chaque son, chaque lettre, chaque mot, c'est toute une science et c'est tout un univers. Et pour connaître cet univers, il y a une installation en nous qui nous permet de le mémoriser. Car si nous ne mémorisons pas cet univers, eh bien on ne pourra pas accumuler certaines notions, certaines connaissances, et nous aurons beaucoup de difficultés de connaître vraiment, car sans mémoriser quelque chose, eh bien imaginez que vous rencontrez quelqu'un et que vous l'oubliez par la suite pour toujours. On ne le mémorise pas. Eh bien, on ne pourra pas avoir des amis, on ne pourra pas avoir des parents, on ne saura pas qui est qui, quoi est quoi. Alors, pour éveiller notre conscience, pour devenir conscient, pour se rendre compte de tout ce qui existe, nous possédons en nous une installation magnifique qui nous permet de mémoriser tout. Nous avons déjà mentionné la semaine passée que Jésus nous envoyait dans notre chambre secrète pour prier Dieu. Il disait, si vous voulez vraiment, sincèrement prier, alors entrez dans votre chambre et priez-le. Et cette petite chambre secrète se trouve dans notre cœur, dans le ventricule gauche, sur le point. La pointe sur la pointe. Et cette petite installation, c'est un ruban qui est comparable au ruban qu'on utilise aujourd'hui pour les enregistrements. Seulement ce ruban n'a pas de fin. Et il est fait d'une matière éthérique qui peut se rallonger et se rétrécir. Et sur ce ruban qui se trouve dans notre cœur, sur ce ruban, tout s'enregistre. Imaginez que vous êtes en train de marcher ou de parler avec votre ami, avec quelqu'un dans la rue, et il y a un autre ami qui passe à côté et qui vous salue, mais vous ne l'avez pas vu. Mais ça ne fait rien, son salut, sa pensée, son sentiment, tout s'est enregistré sur ce ruban, sur cette petite bobine, qui fonctionne sans cesse dans notre cœur. Cet atome germe, cet atome permanent, il est vraiment comme une petite bobine qui tourne et qui enregistre absolument tout. Imaginez que quelqu'un a passé plusieurs années dans l'hôpital, dans le coma, beaucoup de temps. Et malgré qu'il était dans l'état de coma, tout ce qui s'est passé autour, tous ceux qui lui ont exprimé l'amour, tous ceux qui lui ont exprimé quoi que ce soit, alors ça s'est enregistré sur ce ruban. Et un jour, quand il va revenir à lui-même, ça va apparaître en lui, les images lui seront familières, et ça va être comme dans un rêve, il va se souvenir, il va se dire, mais d'où est-ce que je connais ça? D'où est-ce que je me souviens de cela? Eh bien, c'est de ce petit ruban qui enregistre absolument tout. Imaginez que quelqu'un même peut tomber dans un sommeil léthargique pour une vingtaine d'années. Et pendant ces 20 ans, il y avait des enregistrements, la fille a pu recevoir les fleurs, la fille a pu recevoir ses amis, ses parents, les infirmiers, les médecins, tout le monde qui a passé à côté, non seulement physiquement, mais surtout leurs sentiments, leurs pensées,
tout s'est enregistré sur ce petit ruban magique qui tourne à partir du premier souffle jusqu'au dernier soupir, il n'arrête jamais. Et quand les images de ce ruban qui se sont enregistrées comme dans un film, vous allez au cinéma, tout a été enregistré déjà auparavant, tout a été déjà préparé auparavant, et il y a en arrière une chambre secrète où le public n'entre pas, et de cette chambre secrète, à travers 2 petites ouvertures, quelquefois 4, il y a une projection qui se fait. Et sur quoi elle se fait cette projection? Eh bien sur un écran. Et en nous, c'est la même projection qui se fait, c'est le même processus qui se fait, et l'écran, c'est notre cerveau. Nous allons parler plus tard de quoi, comment notre cerveau est composé. Alors sur notre cerveau se projettent les images de notre bobine, de notre ruban, et c'est quand cette image est claire, qui s'est projetée sur notre cerveau, sur notre écran, quand l'écran est correct et quand la projection est correcte, eh bien, nous nous souvenons. Maintenant, vous allez demander, oui, mais de quoi ça dépend, que quelquefois on se souvient bien, d'autres fois on ne se souvient pas bien, etc. Eh bien, ça dépend de beaucoup de choses. Nous entrerons plus tard dans des détails, mais maintenant on va s'arrêter juste généralement pour nous donner une idée comment cette mémoire marche, quelle sorte de processus se passe. Qu'est-ce qui est l'essentiel pour voir bien? Eh bien, l'essentiel pour voir bien, c'est la lumière. Pour que l'image soit bien éclairée, pour que l'image soit claire. Évidemment, il y a ensuite la manipulation avec le projecteur, qui peut avoir une distance, qui peut avoir, mais ça c'est des choses plus spécialisées, on n'entrera pas ici, parce qu'on peut avoir une image floue, on peut avoir une image moins précise, mais ce qui est l'essentiel pour aujourd'hui, pour nous, c'est la lumière. Et cette lumière, c'est nous-mêmes qui la projetons. Et cette lumière, nous l'acquérons à travers chacune de nos expériences, de nos gestes. Et pour que l'image soit claire et non floue, il faut que la lumière passe par nos propres cellules. Mais à travers des siècles, à travers des millénaires, à travers nos souffrances, à travers nos misères, à travers tout ce qu'on a passé, transgressé, accompli pas toujours correctement, nos cellules se sont embrouillées. Il y a la lie, c'est ça? Il y a la lie. Il y a des couches opaques sur nos cellules et la lumière ne passe pas. Prochainement, nous parlerons plus en détail comment ça fonctionne en nous et par où la lumière passe. Alors, pour que la mémoire soit correcte, pour qu'on puisse projeter sur notre écran, pour qu'on puisse voir clairement, pour qu'on puisse donc éveiller notre conscience, nous avons besoin de lumière. Et pour que cette lumière qui est autour de nous, qui est constamment là, cette lumière c'est le soleil, qui est là, qui s'offre, qui se donne, pareillement à un génie comme à un ivrogne, comme à un être le moins évolué, à une pierre comme à une étoile. Il se donne à tout le monde pareillement. Ça dépend de nous comment nous la captons et comment nous la faisons passer, cette lumière, à travers nous. Alors si nos cellules sont trop obstruées, si nos cellules sont trop opaques, la lumière sera extrêmement faible et les images seront foncées, pas claires, notre mémoire aura des blancs de mémoire, des trous, et voilà, on aura la difficulté à se souvenir, on aura la difficulté
d'être conscient, de se rendre compte, et bien à la longue d'évoluer. Maintenant, de quoi dépend ce passage de la lumière? Pour que le passage soit correct, clair, rapide, comme il faut, ça dépend de nos efforts. Par chacun de nos efforts, par chacun de nos gestes, nous polissons, nous nettoyons, nous lavons nos propres cellules et ensuite toutes les circulations et de lumière et de sang et de tout sont correctes. Alors, la circulation correcte de la lumière en nous dépend de nos gestes, de nos efforts. Et quand ces gestes sont accomplis comme il faut, alors dans notre organisme, ces processus se passent correctement et la conscience s'éveille graduellement, petit à petit, comme si on a placé une sémence dans le sol. Quand elle est placée, quand elle est dans le sol, elle ne voit même pas directement la lumière. Elle doit elle-même se frayer le chemin jusqu'à ce qu'elle atteigne la lumière. Elle passe à travers des mottes, elle passe à travers la terre, elle passe à travers l'obscurité. Eh bien, nous, c'est pareil. Mais nous n'avons aucune idée quel effort cette petite sémence doit accomplir pour se frayer son chemin. Et nous, c'est pareil. Pendant qu'on est encore dans ce sommeil de la conscience, pendant qu'on n'a pas encore une lumière claire et directe, qu'on n'a pas atteint encore le sommet de ce passage à travers l'obscurité, eh bien, c'est nos efforts qui nous aident et chaque effort de la petite sémence pour atteindre la surface du sol, c'est grâce à cet effort qu'elle tire d'en bas toute la nourriture nécessaire et qu'elle se tire elle-même et s'étire vers le haut pour capter la lumière. Et le même effort se fait en nous et c'est grâce à nos efforts que la projection sur cet écran peut devenir correcte. Et de cette façon, non seulement nous allons nous souvenir de ce qui s'est passé il y a 20 ans, de ce qui s'est passé à chaque instant de notre vie, mais nous allons nous souvenir de ce qui s'est enregistré pendant les vies précédentes, pendant les pages de notre livre, ce qui s'est passé sur les pages précédentes. Il y a aujourd'hui déjà beaucoup de preuves tangibles, concrètes. Il y a beaucoup de faits examinés, étudiés, prouvés, qu'à travers les médiums, qu'à travers les clairvoyants, il y a des êtres qui ont retrouvé leur vie passée, qui ont retrouvé les tombeaux, qui ont retrouvé les objets qui leur appartenaient. Alors, quand la projection sur notre écran va être correcte, nous allons nous souvenir de notre passé. Mais ce n'est pas tout. Imaginez maintenant que le présent, tout ce de quoi nous sommes capables d'être conscients tout de suite, tout ce qui se projette correctement sur notre écran immédiatement, ça s'appelle la conscience présente, la conscience éveillée. La conscience, c'est la conscience d'aujourd'hui éveillée, présente. Et quand nous allons nous souvenir du passé, quand nous allons nous souvenir de tout ce qui s'est enregistré dans le passé, nous allons être conscients de notre subconscient. Car tout ce qui se trouve sur notre bobine, que nous gardons d'une vie à l'autre, elle nous appartient tout au long de notre passage par l'école dans la matière, sur la terre. Et tout ce qui s'est enregistré depuis des millénaires et des millénaires, ça se trouve en nous et ça représente la subconscience. Mais il y a aussi ce qui va se passer demain, ce qui va se passer d'ici 100 ans, d'ici 1000 ans,
et ça représente la superconscience. Imaginez maintenant un bateau avec un capitaine. Alors, le bateau qui passe sur l'eau, sur la mer, le bateau avec le capitaine et tout ce qui est visible, un voile ou le mât ou tout ce qui est visible sur le bateau, ça représente la conscience. C'est ce que nous voyons, nous pouvons nous souvenir très facilement, examiner, analyser le bateau et le capitaine jusqu'à aller dans les faits anatomiques, mécaniques, techniques, on peut tout analyser. Alors c'est la conscience. Ça peut être compté, classé, placé dans les dossiers, c'est prouvable. Alors c'est la conscience. Et le bateau est passé, et les vagues reviennent, et nous avons l'impression que voilà, le bateau est loin, on ne voit plus rien. Mais s'il y a un clairvoyant, il va voir les traces de ce bateau sur les vagues, et non seulement les traces sur les vagues, il va voir la pensée du capitaine. Il va entendre la chanson qu'il a chantée. Il va voir de quoi le bateau est composé. Il va voir du bois ou le métal, d'où il provient, qui compose le bateau. Et même, il peut aller tellement loin qu'il va voir les débuts, comment le minéral s'est formé pour obtenir le métal. Comment ce bois était, comment cet arbre ou ces arbres étaient sémés. Il peut aller dans les racines des racines, dans les causes des causes, très 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 loin. Alors comment se fait-il maintenant que voilà, la conscience n'est plus là, la projection ne se fait pas parce que le bateau, on ne le voit plus, mais il y a des images et des images à l'infini qui sont enregistrées là seulement grâce au passage de ce bateau. Le bateau a passé juste une fois et cet enregistrement qui est resté, il nous découvre l'histoire et du capitaine et du bateau et des matériaux utilisés et l'état présent, l'état dans lequel le capitaine se trouvait. Mais non seulement ça, si c'est un bon clairvoyant, si c'est un initié, il va voir des vies passées de ce capitaine. Il peut aller jusqu'à voir son âme, jusqu'à voir l'âme de cet arbre ou l'âme de ce minéral qui a donné le métal, les métaux utilisés. Ça peut aller très très loin. Et voilà, ce qui est lointain, ce qui s'est enregistré grâce à ce passage, ou qui nous permet plutôt de détecter le reste, ça représente la subconscience. Et pour le saisir plus clairement, imaginez encore capitaine avec le bateau, c'est la conscience, et l'eau, c'est la subconscience. Donc, c'est la mémoire subconsciente. C'est ces vagues qui étaient touchées par le bateau qui nous permettent d'évoquer, de puiser toutes ces images du passé qui sont là, qui sont toujours présentes comme cette eau qui est là. Ce n'est pas nécessaire de prendre l'image de l'eau. On peut prendre l'image même de la terre. Vous savez très bien que dans les choses qui sont liées à la recherche détective, on utilise le chien qui a un flair très développé. Et comment se fait-il que le voleur, où il a passé, il n'est plus? Pour nous les humains, c'est impossible de le trouver. Le voleur n'est plus là, mais on amène le chien et il n'y a rien de visible. Alors comment se fait-il que ce chien, d'après ces appareils du flair, peut détecter où le voleur s'est caché, par où il a passé, où il est allé? Donc il y a des traces, il y a des sillons qui ont resté, et ces sillons sont remplis d'images, quelquefois tellement subtiles que nos 5 sens ne sont pas capables de les trouver. Vous allez dire, mais est-ce que le chien est plus intelligent que nous? Pas nécessairement. C'est qu'il y a en lui un instinct qui est très aigu, qui est très développé, et chez nous,
cet instinct était remplacé par des choses beaucoup plus valeureuses, beaucoup plus grandes, mais qu'aujourd'hui, ces choses valeureuses, ces acquisitions sont un peu dispersées. Ce n'est pas encore concentré, nos appareils ne sont pas utilisés. Et en plus, le chien est guidé par son âme groupe, alors comme des abeilles ou comme des hirondelles qui reviennent dans les mêmes endroits sans se perdre. Tandis que nous, on va 2 coins de rue plus loin et on est capable de se perdre. C'est qu'ils sont guidés par leur âme. Alors, la subconscience, c'est un monde d'une richesse insoupçonnable. Imaginez maintenant que non seulement dans cette eau, dans cet océan, par où le bateau est passé, par où la conscience passe, c'est que non seulement le passé du capitaine se trouve, c'est enregistré, non seulement la composition du bateau, l'histoire de l'arbre, des métaux, etc., mais il y a la vie même de l'océan, il y a la vie même de la mer, il y a la composition d'eau. Et nous ne savons pas encore détecter les sons, la musique, la mélodie de tout cela. C'est non seulement les images sans vie, il y a les couleurs autour de ces images sont composées des couleurs, mais à travers tout ça, il y a un son, il y a une mélodie, il y a une musique que le clairvoyant, quand il va voir l'arbre qui a été utilisé pour le bateau, il va entendre la musique de cet arbre. Il va voir la structure de ses cellules. Il va entendre la musique de chaque goutte de cette mer. Car la mer, on entend les bruits de la mer. Et tout le monde aime les bruits de la mer. Mais nous disons les bruits parce qu'en nous-mêmes, il existe encore des bruits. En réalité, c'est une musique, c'est une mélodie. C'est une mélodie composée d'une symphonie parce que chaque goutte, non seulement chaque goutte, mais chaque petite particule, la plus petite particule de tout chante. Émet son son. Son son, ça s'écrit 2 fois pareil. Alors, à travers ce son, il y a encore des choses et des choses à découvrir et à détecter à l'infini. Mais cette subconscience, ce n'est pas tout. C'est que le clairvoyant va voir en même temps où le bateau est allé. Il va voir le port où il va... Qu'est-ce que fait le bateau? Accoster. Alors, où le bateau va accoster. Il va voir que ce capitaine va se marier dans 2 ans. Il va voir les noces. Il va voir la jeune mariée, il va entendre encore la musique, les chansons, il va voir non seulement son avenir présent, présent ça veut dire dans cette vie, mais il peut voir tout son avenir d'ici des millénaires. Et cet avenir, qui englobe en même temps le passé, parce qu'en réalité ça fait un tout, c'est la superconscience. Alors, tout ce qui était physique, tangible, bateau, capitaine, voile, mât, c'était la conscience. Tout ce qui coule, c'était l'eau, c'est la subconscience. Et imaginez maintenant que cette subconscience et cette conscience, le corps humain, le corps du capitaine, le voile, le bateau, l'eau, sont pénétrés par l'air. Et cet air, avec ses petites particules, représente la superconscience. La mémoire superconsciente, la mémoire du demain, la mémoire de l'avenir, la mémoire future. Et voyez comment tout est interpénétré. Et en quoi réside la différence? La différence entre ces mémoires réside en subtilité et en intensité. L'intensité de la lumière qui nous permet de voir les images physiques, avoir la conscience, la mémoire de la conscience présente, cette lumière et cette matière, elle est extrêmement dense. La lumière va très au ralenti, son intensité, elle est très lente, très petite. Tandis que le subconscient, c'est une intensité plus grande
Et il faut une lumière beaucoup plus accélérée, beaucoup plus grande pour éclairer ces images. Et pour éclairer les images de la superconscience, de la mémoire superconsciente, il faut une lumière encore plus grande. Imaginez qu'on est dans la nuit. Alors, dans la nuit, vous utilisez, pour éclairer quelque chose que vous tenez, un objet dans vos mains, vous utilisez une bougie. C'est quand même une lumière. La bougie éclaire l'objet qui est près de vous. Mais si vous allez 10 pas plus loin de cette bougie, vous la laissez sur place, eh bien on ne verra plus rien parce que son éclat n'est pas suffisant pour éclairer ce qui est plus loin. Alors imaginez que cette bougie, c'est la conscience. Notre conscience présente, notre mémoire consciente, c'est l'éclat, c'est la lumière d'une bougie. On a vécu des siècles et des siècles avec une seule bougie, avec ce seul symbole. On a traversé des siècles, on a appris énormément, on a lu, on était émerveillés, mais c'était quand même seulement la lumière d'une bougie. Alors la mémoire consciente qui nous permet de projeter les images sur l'écran du cerveau, eh bien on se sert d'une bougie. Vous savez comment elle est fragile. Dès qu'il y a un coup de vent, il n'y a plus de bougie. Alors nous, c'est pareil. Notre lumière intérieure, elle est tellement peu stable, elle est tellement fragile, elle est tellement faible que n'importe quel vent, n'importe quel événement qui est un peu plus dur, cet événement qui produit un vent, et voilà, la lumière s'éteint, on ne voit plus rien, on ne sait plus quoi faire, on est dans des problèmes de par-dessus de la tête parce qu'on n'a pas de lumière pour éclairer, pour voir où est la cause, pourquoi c'est ainsi. Alors nous nous servons symboliquement, dans la mémoire présente, nous nous servons d'une bougie. Mais imaginez maintenant que l'humanité a découvert l'électricité. Et en plus, cette électricité a existé depuis des siècles et des siècles dans les rivières. Les rivières contenaient l'électricité qu'on transforme aujourd'hui. Cette énergie des rivières, on la transforme en électricité. Mais l'électricité éclaire toutes les villes. L'électricité éclaire aujourd'hui énormément. Elle nous permet d'avoir des usines à l'électricité, des choses merveilleuses et de produire très rapidement. Alors c'est absolument incomparable. La lumière d'une bougie qui est quand même extraordinaire s'il n'y a rien d'autre. Mais imaginez toute la ville éclairée et en plus en couleur. Et en plus, comme toutes les belles villes, grandes villes sont au bord des fleuves ou des rivières, toute cette lumière se reflète dans l'eau. Alors vous voyez une lumière double. La ville éclairée et le reflet qui est superbe. Alors, la mémoire subconsciente peut être comparée avec cette électricité qui éclaire beaucoup, qui est très intense, qu'on peut la voir jour et nuit. On peut constamment la voir, mais il y a quand même des pannes d'électricité, quelquefois. Alors même avec la mémoire subconsciente, on ne réussit pas toujours à voir tout parce qu'il y a des pannes, parce qu'on peut manquer de sources, parce que le barrage peut s'effondrer, parce qu'il y a d'autres causes. Alors même avec cette lumière, on n'est pas si certain, on n'est pas si sûr, parce qu'elle n'est pas continuelle, elle n'est pas intense, elle n'est pas constante. Mais quand même, elle est incomparable avec cette lumière d'une seule bougie. C'est incomparable. Et la superconscience, ça peut être comparé avec l'éclat du soleil. Vous allez dire, oui, mais même le soleil, il se cache pour la nuit. On a l'impression qu'il se cache. Il ne se cache pas. Et la science va découvrir très bientôt que même le soleil, quand il est de l'autre côté de la Terre, il pénètre la Terre et ses rayons viennent sur notre lit. Et ces rayons font des transformations magnifiques en nous.
et que le soleil, c'est le plus grand guérisseur, que le soleil possède une énergie inépuisable et que l'humanité, d'ici peu, va découvrir des sources d'énergie solaire qu'on n'a jamais connues. Et imaginez maintenant que la superconscience, c'est la lumière du soleil. C'est ce qui donne la vie, c'est ce qui donne la chaleur, c'est ce qui donne une lumière perpétuelle, continuelle, qui ne meurt jamais. Personne ne doute que demain matin, le soleil ne se lèvera plus. Oh, tout peut arriver, mais personne n'a jamais douté de cela. Alors comment se fait-il qu'il y a quelqu'un, qu'il y a quelque chose, parce que pour nous le soleil, ce n'est pas quelqu'un, c'est quelque chose. Mais nous allons apprendre que le soleil, c'est quelqu'un, parce que c'est lui qui vivifie tout, c'est grâce à lui que tout ce que nous connaissons, nous pouvons connaître, nous pouvons posséder, nous pouvons former, modeler, etc. Alors, la mémoire superconsciente, elle est comparable au soleil, qui sait tout, qui voit tout, qui pénètre la terre, qui va jusqu'au centre de la terre, qui traverse par ses rayons, invisibles évidemment, inconnus pour l'instant, qui traverse la terre, qui va jusqu'à notre lit, même si on est en sommeil, et qui accomplit des plus grands miracles. Alors c'est cette lumière. Et comment nous la possédons? Eh bien, comme on a vu sur l'image que la superconscience correspond à l'air, c'est par l'air que nous respirons le soleil, que nous respirons cette lumière. Mais si on nous dit aujourd'hui que nous ne savons pas respirer, certains peuvent se fâcher, certains peuvent se vexer, de dire comment, je ne sais pas respirer, mais je respire tout le temps, je n'ai jamais arrêté et je vais respirer jusqu'à ce qu'il faut. Eh bien, nous allons apprendre que nous ne savons pas respirer. Surtout les Occidentaux respirent à peine avec un tiers de leurs poumons. Et c'est une respiration insuffisante qui ne nous nourrit pas comme il faut, qui ne permet pas à la lumière solaire d'entrer en nous. Eh bien, je vous ai parlé la semaine passée d'une école qui s'appelle l'école divine, que grâce à l'éveil de la conscience humaine, nous allons entrer dans une école divine où on va apprendre à respirer, où on va apprendre à regarder, où on va apprendre à manger, où on va apprendre à parler, où on va apprendre à se taire, où on va apprendre à chanter, à faire beaucoup de choses. Mais les choses les plus essentielles, c'est de respirer, de manger et de chanter. Ce seront les choses de base que nous allons apprendre dans cette école divine. Car grâce à ces trois choses, nous allons développer en nous ces lumières dont on parle, qui représentent ces 3 degrés de la conscience, de la mémoire consciente, subconsciente et superconsciente. Maintenant, nous pouvons aller beaucoup plus loin et faire des analyses beaucoup plus larges sur la mémoire consciente, sur la mémoire subconsciente et sur la mémoire superconsciente. Nous pensons que nous sommes les seuls qui ont la mémoire. Nous pensons que nous sommes les plus intelligents. Mais comment se fait-il que du charbon, qui est noir, qui est opaque, qui est comme il est, comment se fait-il qu'il peut devenir le diamant? Comment se fait-il que nous possédons des pierres précieuses à travers lesquelles la lumière passe comme si rien n'était, et que ces pierres précieuses peuvent nous guérir? C'est qu'ils ont emmagasiné une mémoire. Ils possèdent une mémoire et grâce à cette mémoire, qui est une lumière, qui peut être une lumière rouge chez les rubis, une lumière d'une autre couleur chez d'autres pierres précieuses, alors imaginez que les pierres possèdent aussi la mémoire.
La mémoire consciente peut-être pas, mais la mémoire subconsciente, elle est très forte et même nous pouvons utiliser leur mémoire pour se guérir, pour s'aider, pour se protéger et pour accomplir des merveilles. Il y a les plantes qui possèdent la mémoire, il y a les animaux qui possèdent la mémoire, non seulement la mémoire subconsciente, mais même la mémoire superconsciente. Par exemple, un animal, comme on a dit tout à l'heure, il peut détecter ce qui s'est passé dans le passé, mais les scientifiques, les observateurs, ils savent qu'avant des événements comme des tremblements de terre, comme des éruptions volcaniques, comme des grandes catastrophes, les animaux savent à l'avance, plusieurs et plusieurs heures, ce qui va se passer. Ils ne voient pas l'image, évidemment, mais ils ressentent, ils savent. C'est qu'ils captent quelques particules de la mémoire superconsciente parce qu'ils savent ce qui va se passer dans l'avenir. Il y a évidemment des humains aussi qui le savent. C'est qu'ils peuvent entrer, qu'ils peuvent lire, que leur lumière est suffisante pour éclairer les images futures et c'est de cette façon qu'ils peuvent capter, voir les images de l'avenir. Alors nous pouvons parler de beaucoup de choses très intéressantes qui sont liées à la mémoire, mais il faut que nous soyons conscients que nous possédons tout pour projeter les images du passé, car en réalité, tout est ou le passé ou le futur. Le présent, c'est juste un instant. Mais dès que cet instant est passé, dès que l'image s'est enregistrée, c'est déjà le passé. Nous nommons le présent une période dont nous nous souvenons, une vie, parce qu'on se rappelle un peu comment on était petit, qu'est-ce qu'on a fait par la suite. Alors pour nous, c'est le présent, mais en réalité c'est le passé. Le présent, c'est tellement mince, c'est tellement court qu'il n'existe presque pas. Il passe déjà dans le passé, à l'instant même, et ce qui n'est pas encore arrivé, donc c'est l'avenir. Alors, nous possédons en nous toutes les images nécessaires, et du passé et de l'avenir. Nous possédons en nous tous les appareils nécessaires pour faire la projection. Ce qui nous manque, c'est la lumière. Et pour l'acquérir, c'est qu'il faut la chercher, c'est qu'il faut la prendre. Imaginez qu'il y a des installations d'électricité partout, de lumière partout. Mais pour l'avoir, il faut faire un geste pour l'allumer. Si vous voulez avoir de l'eau, eh bien, vous avez un vase, un récipient, un calice en or. Vous pouvez avoir des robinets en or, mais si vous ne faites pas le geste pour l'ouvrir, eh bien, on mourra de soif, malgré tout or et tout ce qu'on a eu. Alors, qu'est-ce que nous permet d'avoir la lumière pour la projeter, pour l'utiliser, pour éclairer ce qui existe en nous? Eh bien, c'est la lumière. Et le travail qui nous attend, le travail le plus nécessaire, le travail le plus urgent, c'est d'acquérir la lumière. Comment? Eh bien, c'est cette série de conférences qui nous permettra de toucher un peu, de découvrir un peu comment accumuler la lumière, comment la garder en nous et comment l'utiliser pour voir le passé, pour voir l'avenir, pour utiliser la mémoire consciente, superconsciente et subconsciente. Et alors, les appareils les plus merveilleux sont en nous, mais c'est à nous de les utiliser. Même pour accumuler les énergies de lumière, tout est déjà placé en nous,
mais il y a certains qui sont un peu rouillés, il y a d'autres où ça ne fonctionne pas parce qu'il n'y a pas de connexion, il y a quelque chose qui manque. Mais dès que nous allons tout placer comme il faut, alors la mémoire consciente, subconsciente et superconsciente vont fonctionner à merveille.